Il y en a plusieurs qui ont mis d'où ils venaient, de Lyon, bienvenue. Bienvenue de Chambéry également, de Montbéliard, bienvenue à Vanessa, dans l'Aube aussi Sylvie, à Aude de l'Ariège, bienvenue à Aude, Hélène qui est de Seine-Saint-Denis. Il y en a qui sont de Bruxelles, bienvenue également. Je me réjouis de partager avec vous ce webinaire sur les pauses actives. Pause active, pause attentionnelle, vous voyez, le titre va. J'utiliserai un peu les deux expressions, on va en reparler. Je vois qu'il y en a qui viennent de Gironde, bienvenue. Oui, la discussion est désactivée, c'est normal. C'est tout à fait normal, parce qu'on est en mode webinaire. Je le dis pour ceux qui viennent d'arriver, c'est tout à fait normal. Voilà, je vois qu'il y en a qui sont de Lyon également, de l'Oise, du Puy-de-Dôme. Voilà, c'est super chouette de vous avoir tous ici réunis pour partager ce webinaire sur les pauses actives. Je vois qu'il y en a même qui viennent du Maroc. Bienvenue à ceux qui sont du Maroc, de l'Alsace, du Lot, de Mulhouse. Enfin voilà, il y en a vraiment un petit peu de partout et je me réjouis de partager avec vous cette thématique qui me tient particulièrement à cœur. Je le disais dans un post, dans une story hier. C'est un sujet qui me passionne, la question des pauses actives, parce qu'elle va mobiliser plein de choses. C'est vrai que c'est un sujet qui nous parle de comment est-ce qu'on peut redonner de la place au corps, nous allons en parler, et puis en même temps mettre son cerveau en route, en marche, être acteur. On parle beaucoup depuis quelques années de ce qu'on appelle l'engagement actif, c'est Stanislas Dehaene qui en parle. Et bien voilà une façon très concrète d'être dans cette dynamique d'engagement actif. Voilà, alors il est 18h04, je propose de démarrer. Vous êtes déjà bien nombreux connectés et je sais que d'autres vont nous rejoindre. Je vous rappelle que ce webinaire est en fait tout simplement enregistré, ce qui veut dire que vous pourrez avoir accès au replay pour les personnes qui sont connectées comme les personnes qui ne sont pas connectées. Voilà, vous recevrez tout simplement un mail à la suite du webinaire dans lequel je vous donnerai le lien d'accès. Voilà. Nous sommes le mardi 20 mai 2025. L'année scolaire touche bientôt à sa fin et je sais que plusieurs sont là ce soir aussi dans le but de pouvoir préparer aussi l'année scolaire suivante, que ce soit pour des enseignants, parce que plusieurs, je sais, sont enseignants, que ce soit pour des professionnels indépendants qui font de l'accompagnement individuel, ou les parents aussi qui se posent la question comment est-ce que je peux à la maison favoriser eh bien, l'attention, la concentration de mes élèves, pardon, de mes enfants pendant le temps des devoirs à la maison. Donc, nous allons aborder cette question-là. Je me présente rapidement. Donc, je suis Guillaume Bousquet. J'ai enseigné pendant 13 ans comme professeur de français dans le secondaire et j'ai développé, suite à l'arrêt de mon activité professionnelle, j'ai développé pédagogie. J'ai enseigné en Loire-Atlantique, j'ai enseigné en Alsace et puis ensuite, quand j'ai créé pédagogie, eh bien, j'interviens depuis maintenant 7 ans un petit peu partout, en France, bien sûr, en Belgique, en Suisse. Et puis, via le e-learning, je suis présent finalement dans de nombreux pays à l'étranger, aux États-Unis, etc. Alors, j'ai simplement pour vous présenter un tout petit peu mon parcours, c'est que j'ai donc enseigné pendant 13 ans comme prof de français, et puis j'ai découvert en 2013, j'ai découvert une pédagogue qui s'appelle Elisabeth Nutz, qui a un petit peu fait basculer ma carrière, dans le sens où ma carrière professionnelle, dans le sens où je me suis posé des questions que je ne me posais pas avant, ou en tout cas pas consciemment, je crois, et j'ai eu beaucoup de réponses, et ça, c'était vraiment un élément pour moi comment dire, qui a marqué vraiment ma carrière. Et, euh, et à partir de ce moment-là, eh bien, je n'ai plus vu l'enseignement de la même manière, j'ai plus vu les apprentissages de la même manière. Du coup, j'ai initié le projet de pouvoir un jour développer une activité comme indépendant pour pouvoir transmettre tout ce que je découvrais et pour pouvoir aussi me consacrer davantage à la partie accompagnement individuel avec les outils que j'ai découverts. Et puis ensuite, j'ai découvert l'éducation kinesthésique, j'ai découvert la place du mouvement, le lien qu'il y a entre le mouvement et le cerveau, entre le corps et le cerveau. Et ça a été vraiment quelque chose qui a marqué vraiment toutes ces dernières années et qui impacte profondément ce que je propose comme outil. Voilà, alors je vois que dans la conversation, plusieurs me disent que, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, en tout cas, certains me disent que le support est flou. Alors, c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas avoir malheureusement de maîtrise. C'est peut-être dû à la connexion. Vous êtes très nombreux connectés.
et je ne sais pas quoi vous dire de plus parce que a priori, moi de mon côté, tout est calé, on va dire normalement. J'espère que de toute façon, régulièrement je zoomerai. J'espère qu'en zoomant vous verrez mieux. Et puis de toute façon, le Supervision n'est qu'un support visuel et j'espère que ce que je vous dirai suffira si jamais c'est un peu trop flou à certains moments. Voilà, vous, comme vous voyez sur peut-être le visuel pour ceux qui le voient, j'ai développé plusieurs outils, plusieurs méthodes, rééducation, multimove. La partie orthographe aussi avec la méthode orthographe. Et puis tout récemment, j'ai développé la lecture 5P pour pouvoir améliorer les compétences de lecture pour tous les profils. Et j'ai eu la joie de participer à un projet financé par l'Union européenne qui s'appelle Apprendre, c'est dans ta tête. Et j'ai d'ailleurs une pochette ici que j'aurai la joie de faire gagner à l'un ou l'une d'entre vous à la fin de ce webinaire. Donc restez bien jusqu'au bout parce que vous avez la possibilité de gagner du coup cette pochette avec les 30 fiches sur les stratégies d'apprentissage, les ressources qui vont avec et elle vous sera envoyée tout simplement une fois qu'on saura qui l'a gagné. Voilà. Alors, je vous propose de démarrer directement maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire les pauses actives, et je vous ai préparé une petite mise en route. Et pour bien démarrer, eh bien, je propose une pause. Et certains se disent, mais comment ça se fait que Guillaume nous propose une pause alors qu'on vient juste de démarrer? Est-ce qu'une pause, c'est pas quelque chose que l'on fait après avoir travaillé ou pour faire une coupure dans un temps de travail? Alors oui, mais pas que. La pause, c'est aussi comment dire, une activité, un moment que l'on vit, pas seulement au milieu d'un temps de travail, mais aussi pour démarrer. En fait, c'est l'occasion de préciser ce que j'entends par pause. Une pause, donc je dis, c'est pas juste un moment où on s'arrête de travailler pour ne rien faire, par exemple. Une pause active ou une pause attentionnelle, c'est une activité pédagogique qui est pensée, qui est réfléchie, qui est intentionnelle et qui vise l'amélioration de l'apprentissage. L'objectif, c'est vraiment ça, c'est rendre l'apprentissage plus facile, l'attention plus efficace, donc pour une meilleure concentration ensuite, etc., pour une meilleure mémorisation. Voilà, il y a plusieurs aspects. D'ailleurs, j'aurais pu appeler ce webinaire, par exemple, j'aurais pu appeler ça des pauses attentionnelles comment dire, des pauses attentionnelles et intentionnelles, en fait. Voilà, j'aurais pu appeler ça des pauses intentionnelles, parce que l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose dans un but précis. Et la pause de mise en route, c'est tout simplement une petite pause. C'est une petite activité, en fait, pour pouvoir se disposer. Vous allez écouter un webinaire là, pendant un certain temps eh bien, c'est important de pouvoir se disposer à écouter. Alors, je vous propose de faire cette petite pause qui nous vient de l'éducation kinesthésique, qui s'appelle Ouvrir grand les oreilles, et je vous invite à faire comme moi. Si vous ne connaissez pas cette pause, il suffit simplement d'aller masser les oreilles, le bord de vos oreilles, comme si vous vouliez un petit peu les activer. Et puis aussi, ça s'appelle ouvrir grand les oreilles, comme si je voulais agrandir mes oreilles. Voilà, tout simplement. Alors, je dis souvent aux enfants, évidemment, personne va avoir des oreilles qui vont grandir, elles resteront à la même taille. Mais les enfants, ils aiment beaucoup cette petite activité, ce que je propose notamment aux enseignants avant un temps d'écoute, avant un temps d'échange, avant un temps de débat, etc. Ou un moment important où je veux donner une explication sur un voyage, sur une sortie, sur un travail, eh bien, c'est une activité super. On peut la pratiquer pendant 30 secondes, chauffer. On sent bien que ça chauffe, hein. Vous pouvez sentir maintenant que vous l'avez fait, bah, que ça chauffe les oreilles. Et ces oreilles, c'est quoi? C'est l'organe de l'écoute. Et par un petit peu par écho, on pourrait dire, c'est aussi l'organe de la mémoire en tout cas auditive. Voilà. Je vous ai préparé également un petit quiz de mise en route. Et je vous invite à répondre donc du coup dans la partie questions-réponses avec une question toute simple pour démarrer. Quel est le premier obstacle à l'apprentissage? Pour vous, quel est le premier obstacle à l'apprentissage? Je peux zoomer comme ça, vous verrez mieux. Un, petit a, la mémorisation. B, l'attention. C, la concentration. Je vous laisse répondre. Voilà. Et puis, vous pouvez simplement le noter pour vous. Il y a une deuxième question. À 8 ans, la durée d'attention optimale est de 6 minutes, 8 minutes, 12 minutes, 18 minutes. Qu'est-ce que vous répondriez? A, B, C ou D? Je vous laisse marquer ou soit sur votre papier, soit dans le question-réponse. N'hésitez pas à l'utiliser si vous le souhaitez. Je passe à la question suivante. Troisième question. Faire une pause durant le cours, c'est A, ne rien faire, B, bouger, se mettre en mouvement, C, parler d'autre chose que du cours.
Donc A, ne rien faire. B, bouger, se mettre en mouvement. Je vois que dans l'ensemble, je vois que vous êtes plutôt d'accord sur les réponses pour le moment, hein. Il y a parfois certains qui ont des avis un peu différents, mais dans l'ensemble, il y a quand même voilà, une tendance qui ressort sur un avis assez commun sur les réponses. On va voir un petit peu ce que ça donnera, parce qu'on va revenir dessus, évidemment. Quatrième question, je zoome dessus. Durant une pause, l'activité du cerveau est A, moins importante que pendant la session de travail, B, plus importante que pendant la session de travail, C, égale à celle mesurée pendant la session de travail. Il faut bien imaginer qu'on a une étude qui nous parle du fait qu'on est enregistré à l'activité cérébrale pendant une séquence de travail, pendant la pause, et on peut du coup avoir euh, une idée de quelle est l'activité cérébrale. Alors, je regarde un petit peu vos réponses. Là, il y a des réponses un petit peu plus, voilà, un petit peu différentes. C'est intéressant. Et dernière question. Un prof qui fait faire des pauses à ses élèves est A, courageux, B, original, C, fainéant. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous invite à répondre à cette question tout simplement. Je vois il y a plusieurs, ah, quand même une tendance. Ah non, des avis différents quand même. Je vois qu'il y a un petit peu toutes les réponses qui viennent. Et il y a quelqu'un qui propose des intelligents. Voilà, pourquoi pas. On peut tout à fait proposer une autre réponse. Merci beaucoup. On va évidemment croiser tous ces éléments dans ce webinaire. Je vous présente un petit peu le programme. On va aborder la question de l'attention parce que ce webinaire s'intitule bien Améliorer l'attention avec les pauses attentionnelles, les pauses actives. C'était le titre originel plutôt. Le titre de départ, c'est les pauses actives. Ensuite, on parlera des pauses, justement. Pourquoi des pauses? Et puis ensuite, on parlera des clés pour pouvoir faire des pauses. Parce que c'est un petit peu comme ça aussi que je l'ai annoncé. C'est oui, faire des pauses, mais comment? Eh bien, j'en parlerai avec vous. Alors, c'est parti pour la partie sur l'attention. Pour ce premier chapitre, on va dire, pourquoi parler de l'attention? Il y a trois points que je vais aborder avec vous sur cette question de l'attention. L'idée, c'est de voir que déjà l'attention est un obstacle majeur. On va voir que c'est un obstacle naturel et on va voir que c'est un défi au XXIe siècle. Alors, je vous propose de démarrer par le premier, qui est l'idée que c'est un obstacle majeur. Pourquoi c'est un obstacle majeur? Majeur dans le sens où il a une importance majeure, eh bien parce que c'est tout simplement la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée de l'apprentissage. Et là, vous avez finalement déjà la réponse à notre première question du quiz, hein, ici qu'on avait tout à l'heure. Quel est le premier obstacle à l'apprentissage? Et la réponse, c'est évidemment l'attention. Pourquoi l'attention? Mais parce que c'est vraiment comme vous le voyez écrit ici, c'est vraiment une porte. C'est-à-dire, c'est la porte d'entrée. C'est par là que commence l'apprentissage. Alors évidemment, on a tout un aspect émotionnel et autres. Là, je parle d'un point de vue purement cognitif. Eh bien, c'est l'attention qui est la porte d'entrée. Les différentes personnes qui se sont intéressées à l'attention sont d'accord, hein, pour le dire, que ce soit Stanislas Dehaene notamment, mais vous avez aussi Baddeley et l'étude qui a été menée sur le fait que l'attention, en fait, finalement, va pouvoir permettre de déclencher la mémoire de travail, ça va alimenter la mémoire à long terme. Voilà, tout un ensemble d'effets positifs finalement et qui sont permis par l'attention. OK. Donc ça, c'est simplement pour poser les choses. Nous avons besoin de favoriser l'attention des élèves, des enfants, quand ils travaillent. Alors, dans la question, eh bien, vous aviez le choix entre trois réponses. Vous avez la mémorisation, l'attention, la concentration. Et il est important ici de préciser tout de suite la différence entre attention et concentration. C'est souvent une notion qui est utilisée de manière synonyme alors que ce n'est pas la même chose. Et là, je vous ai mis une définition qui me paraît assez claire et simple de l'attention et qui dit ceci, que l'attention, c'est un processus cognitif qui permet de filtrer et de sélectionner des informations spécifiques parmi une multitude de stimuli de notre environnement. Donc ça, c'est vraiment la définition, on va dire, de base de l'attention. Et moi, j'ai rajouté le mot exogène. En fait, ce qui caractérise l'attention, c'est que c'est exogène. Ça veut dire que ça concerne l'environnement extérieur. L'attention, bien évidemment, c'est un processus cognitif, mais c'est en lien avec ce qui est extérieur à moi, à l'individu, à l'élève. Alors que la concentration, elle, c'est un acte volontaire de diriger et de maintenir son attention sur une tâche ou un stimulus particulier pendant une période prolongée, en dépit des distractions potentielles. Donc c'est endogène. La concentration, c'est un acte volontaire, ça vient de moi. C'est moi qui décide de diriger, de maintenir mon attention. Donc, vous voyez, la concentration permet de maintenir son attention. Donc, la porte d'entrée, c'est bien l'attention. C'est d'abord, j'ai besoin.
de pouvoir filtrer, sélectionner les informations qu'il y a dans mon environnement, mettre de côté les choses pour pouvoir, eh bien, me focaliser sur la tâche. Voilà pour cette partie, cette distinction entre attention et concentration, je voulais aborder pour démarrer, pour qu'on soit bien d'accord que nous ne parlons pas de la même chose. Ça, c'est évident. Ensuite, nous allons parler du fait que de l'élément suivant, c'est l'attention est un obstacle naturel. Et il y a plusieurs constats à faire sur l'attention. Il y a la question de la durée d'attention. Alors, dans ce domaine, sur la durée d'attention optimale d'un individu lambda, il faut savoir deux choses. Première chose qu'il faut savoir, à mon sens, c'est qu'il n'y a pas de consensus scientifique. Il n'y a pas d'études actuellement qui permettent de calculer réellement la durée d'attention. Pourquoi? Pour une raison simple, parce que c'est multifactoriel. Voilà, il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu que c'est pas évident de pouvoir calculer, mesurer cette durée d'attention optimale. Par contre, eh bien, il y a pas mal de spécialistes que j'ai rencontrés, que j'ai lus hein, ou écoutés, et qui sont arrivés à cette conclusion évidente, c'est que la durée d'attention optimale, elle évolue avec l'âge. Ça, c'est quelque chose d'assez simple. Et je retiens, dans tout ce que j'ai lu, je retiens cette équation finalement qui est la plus proche de la réalité. Euh, c'est le calcul des facultés attentionnelles, 1 minute par année d'âge. C'est-à-dire qu'on peut calculer approximativement, très approximativement, certes, parce qu'on n'est pas dans quelque chose de très précis, ça reste un indicateur en fait. C'est pas absolu. C'est pas parce qu'un enfant a 12 ans qu'il peut rester hein, attentif de manière optimale pendant 12 minutes. Peut-être que ce sera plus, peut-être que ce sera moins, mais ça donne une indication. L'important en fait, c'est pas tellement de connaître la durée d'attention optimale que de prendre en compte la nécessité de renouveler le processus attentionnel. Ça, c'est le plus important. Et c'est le message que je veux faire passer par ce webinaire, c'est que il y a la nécessité aujourd'hui, quand on enseigne, quand on est en séance individuelle, et même quand on est parent et qu'on fait faire les devoirs à la maison, eh bien d'avoir en tête que l'attention, elle n'est pas continue, elle n'est pas monotone, j'ai envie de dire, elle varie et elle va varier aussi en fonction de l'âge des enfants. Alors, j'ai une question je vois une question importante. Ce calcul est-il différent pour les enfants avec TND? Évidemment que plus l'enfant, enfin, c'est pas plus l'enfant, mais si plus le trouble est important, parce qu'on sait qu'il y a des degrés de trouble, et bien plus il y a des chances que le processus attentionnel, eh bien, enfin, la durée optimale plutôt de l'attention soit courte. Ça va dépendre aussi du trouble en question, évidemment. L'objectif, en tout cas, c'est bien de prendre en compte cette nécessité de renouveler le processus attentionnel pour pouvoir augmenter quoi? Bien, la durée de concentration. Si je permets à l'enfant de renouveler son processus attentionnel, eh bien, la concentration, ça sera probablement du coup meilleure. C'est l'objectif visé, notamment des pauses actives. Donc, quand je vous pose la question à 8 ans, la durée d'attention optimale est de 6, 8, 12 ou 12 minutes, eh bien, vous pourriez tout à fait répondre, on n'en sait trop rien. Oui et non. En tout cas, d'un point de vue scientifique, on ne peut pas l'affirmer, mais d'un point de vue empirique et d'un point de vue de l'observation, eh bien, on se rend compte qu'en effet, il y a une évolution en fonction de l'âge. Et c'est assez vrai qu'à 8 ans, la durée d'attention optimale est environ 8 minutes. Ce qui est important, c'est de comprendre surtout que ce n'est pas infini, c'est-à-dire enfin, ce n'est pas vrai à tout âge, parce que il est connu que la durée d'attention optimale pour un adulte ne dépasse généralement pas 25-30 minutes. Donc, ça veut dire qu'en fait, on retrouve finalement la notion de l'âge de maturité cérébrale, c'est intéressant. Donc, voilà, ça donne, en tout cas, ça donne un indicateur, qu'on soit avec un public d'adultes ou d'enfants, faire comment dire, partager un contenu pendant 2 heures sans s'arrêter ou sans renouveler le processus attentionnel d'une manière ou d'une autre, ça ne serait pas pertinent. Et plus l'enfant est jeune, et plus il sera important de renouveler le processus attentionnel. Voilà, pour cet aspect-là, sur la notion de la durée. Concernant les modalités de l'attention, il y a deux choses que je veux vous dire. La première chose, c'est que le cerveau, eh bien, il ne traite pas les informations simultanément, il les traite séquentiellement. Ça a un résultat pour vos élèves, pour vos enfants, c'est que écouter, par exemple, et écrire en même temps peut devenir rapidement mission impossible.
Surtout si l'une des deux tâches n'est pas encore bien automatisée, hein. Si l'écriture n'est pas encore bien automatisée, alors vous écoutez en même temps ou écoutez le parent ou l'enseignant ou en séance, ça va être plus compliqué. S'il y a une tâche qui est bien automatisée, alors c'est plus facile. Donc ça, c'est la première chose, c'est finalement le cerveau, bah, c'est assez simple. Il ne traite qu'une information à la fois. Il traite séquentiellement, donc c'est une à la fois. Je vous propose pour cela comment dire, de faire une petite expérience. Je vous propose de regarder cette vidéo. C'est parti. C'est Sarah, Stéphanie, Léa et... Ah, Mimi. Ok, on y va? Voilà. Alors, la question à la fin, c'est comment cette personne s'appelle-t-elle? Et peut-être que vous avez une réponse à donner, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, je vois pas de réponse en tout cas dans le question. Il y a une première question qui vient d'arriver avec un point d'interrogation. Est-ce qu'elle s'appelle Fanny ou pas? En fait, le comment elle s'appelle là maintenant n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est que vous êtes 128 personnes connectées. Eh bien, sur les 128 personnes qui sont connectées, il y en a un pourcentage très important qui n'a pas retenu son prénom. Pourquoi? Ben, parce que je ne vous ai pas donné l'objectif de retenir ce prénom-là. Donc, ici, on a un élément vraiment important que je veux qu'on retienne ici, c'est comment dire, la nécessité, l'objectif, c'est de donner une tâche attentionnelle. Je vais juste vous repasser la vidéo parce que maintenant que vous avez cet objectif-là, vous allez voir si vous y arrivez mieux. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière pour pouvoir, voilà, hop, je vais voir si ça redémarre au début. C'est Sarah, Ouais. Stéphanie, Léa et... Ah, Mimi. Ok, on y va? Alors, maintenant, je vais la repasser une dernière fois parce qu'elle est très courte, hein, la vidéo est très courte, ça arrive très rapidement. Je la remets une dernière fois. Hop, je vais la remettre au début. C'est parti. C'est Sarah, Stéphanie, Léa et... Ah, Mimi. Ok, on y va? Voilà. Alors, comment s'appelle cette personne? Et là, je suis à peu près sûr que un pourcentage beaucoup plus important de personnes auront le bon prénom. C'est bien Stéphanie. C'est bien Stéphanie. Euh, Simplement, ici, l'idée, c'est de voir que le cerveau, ben, il est simple dans son fonctionnement et en même temps, il est très complexe parce que il peut traiter une information à la fois, mais si on ne lui donne pas un objectif, alors il risque de passer à côté des informations qu'on veut lui donner. Donc, avant un moment clé, eh bien, c'est important de prévenir les élèves, son enfant, l'enfant qu'on accompagne en séance, avec des phrases très simples comme écoutez bien ce point ou attention, ce que je vais te dire, c'est important, c'est essentiel. Sois attentif sur ce point-là particulièrement. Voilà, ces petites phrases-là, elles vont permettre d'activer chez les élèves en fait un mécanisme cérébral qui va les aider à moduler leur attention. Donc ça, c'est une modalité de l'attention qu'il est important d'avoir en tête quand on s'intéresse aux questions de l'attention et quand on cherche comment améliorer l'attention. Donc là, c'est un petit tips tout simple que je vous invite à bien conserver. Je continue. L'attention est instable. Je ne vais pas y passer 3 heures, simplement nous savons que l'attention est instable parce que l'attention, en fait, elle doit s'éduquer d'une part, et c'est le propre de l'attention que de varier. L'attention, elle passe d'un objet à un autre. Hein, il y a plusieurs citations que j'ai mises ici. L'attention est un projecteur mental, elle sélectionne l'information, mais elle est limitée, écouteuse. La phrase de Jean-Philippe Lachaud qui dit: La distraction, c'est l'attention qui suit son propre chemin. Jolie phrase sympathique. Et puis Olivier Houdet, grand spécialiste de l'attention, qui dit: L'attention ne disparaît pas, elle se déplace selon les stimuli. Il faut apprendre à l'entraîner comme un muscle. Donc il y a vraiment cette idée que l'attention, elle est volatile finalement, et puis elle est un peu indisciplinée. Donc c'est toute cette problématique-là qui fait en fait le challenge notamment de l'enseignement, que ce soit un enseignement dans le cadre d'une classe ou de l'accompagnement d'un enfant, mais même à la maison pour les devoirs à la maison. Il y a une question de Marine qui dit: N'y a-t-il pas des personnes qui sont plus attentives en griffonnant, coloriant pendant qu'ils écoutent? Tout à fait. Le fait de mobiliser les mains dans le champ médian, notamment, va permettre d'activer correctement les deux hémisphères et donc va améliorer les facultés attentionnelles chez certaines personnes. C'est dans cet objectif-là, d'ailleurs, je dois en avoir ici, je vais juste vous montrer. C'est dans cet objectif-là que j'utilise et je recommande l'utilisation des bagues
automassantes, hein, qui sont des bagues qui vont permettre d'occuper les mains des enfants, des adultes, hein, en formation ou en classe ou à la maison, pour quand on a besoin soit d'écouter, soit de produire comment dire, un énoncé oral, d'expliquer quelque chose. Eh bien, le fait de pouvoir manipuler notamment cette bague, parce qu'elle nécessite d'avoir les deux mains dans le chat médian, alors ça va permettre d'être plus attentif. Voilà, donc ça, la bague automation, c'est un super outil aussi pour pouvoir occuper ses mains. Puis en classe, ce petit objet-là, il fait pas de bruit quand il tombe parce que c'est en éteint, c'est très léger et il roule pas. Donc ça, c'est un chouette outil. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous retrouverez comment dire, ce petit produit, la pratique qui est magique, pour pouvoir améliorer l'attention sur mon site pédagogie.fr dans l'onglet ressources, je crois, boutique ou dans un des onglets, enfin dans les onglets, il y a boutique plusieurs fois. Et puis, sinon, vous m'envoyez un mail sur contact@pédagogie.fr pour avoir ces petites bagues-là. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette bague, elle permet également d'améliorer la circulation du sang jusqu'au bout des doigts et donc d'améliorer la tenue du stylo pour une meilleure graphie. Évidemment, ça ne règle pas tous les problèmes d'écriture, mais ça peut avoir un effet bénéfique également sur la tenue du crayon. Voilà, je poursuis et je poursuis par quoi? Eh bien par une pause active. Alors c'est facile pour moi parce que j'ai préparé mon webinaire, donc je l'avais calé évidemment. Et c'est tout le challenge aussi, on va en reparler, de penser à faire une pause. Eh bien là, je vous propose de vous lever, tout simplement. Je vous invite à vous lever là où vous êtes chez vous et puis à faire ce qui est indiqué ici, c'est-à-dire des mouvements croisés. Les mouvements croisés, main droite, genou gauche et je les touche. Main gauche, genou droit se touche. Main gauche, genou droit, main gauche, genou droit. On peut simplement main droite, genou gauche, genou droit et ainsi de suite. Et puis je peux faire avec le coude. Coude droit, genou gauche, genou droit et ainsi de suite. Et je peux faire plusieurs fois. Ça va faire quoi? Bien, quand je fais ça, qu'est-ce que vous remarquez peut-être? C'est que ça étire légèrement les sphères musculaires, dans le dos, dans les jambes, dans les bras. Voilà. J'alterne après avec main, genou, puis je peux faire aussi main-pied. Main-pied devant, je vais toucher le pied devant. Main droite, pied gauche, pied droit. Et puis après, je vais alterner. Genou, de nouveau le coup de genou. Et puis après, main, genou. Et après, pied, genou. Voilà une petite activité toute simple. Et là, je vous ai fait lever. Mais admettons que vous êtes prof en classe et que vous en avez 25 et vous dites, bon, là, je ne le sens pas de les faire se lever. Je sens que c'est pas le bon moment. Je veux juste faire une petite activité vraiment éclair. On verra que je parlerai de pause éclair. Un truc qui dure 30 secondes, mais voilà, qui les sollicite un petit peu, les mobilise au niveau corporel. Eh bien, je peux le faire assis. Je suis assis sur ma chaise. Eh bien, je vais faire des mouvements croisés, assis, coup de genou. Voilà, par exemple, tout simplement, main-pied. Et là, j'ai fait une petite pause active, dynamique. Si vous l'avez fait avec moi, vous devez sentir légèrement votre respiration qui s'est un peu accélérée. Hein, il y a un rythme cardiaque qui est un peu accéléré, comme si on avait légèrement, comme si on avait monté un escalier, par exemple. Voilà une pause qui a cet effet-là. Voilà, pause active. Je propose de continuer. On a parlé de l'attention. J'aimerais aborder un dernier point sur l'attention, c'est le fait que l'attention est un défi au XXIe siècle. Alors, pensez certainement à quelque chose, hein, quand je vous parle de défi, eh bien, je vais vous proposer d'aller voir ça un peu plus dans le détail. Et nous allons voir que nous sommes passés d'une culture du dehors à une culture du dedans. Ça, pour moi, c'est un élément fondamental. Ceux qui se sont déjà formés avec moi, eh bien, vous avez certainement déjà entendu parler de ça. Je vois en effet quelqu'un qui dit les écrans, on va en parler évidemment un petit peu. Je ne vais pas y passer très longtemps parce que ce n'est pas le point central, mais c'est un élément qui est important à prendre en compte pour pouvoir comprendre un petit peu les difficultés attentionnelles. Alors, c'est parti. Première chose, c'est qu'il y a eu une évolution sociétale qui a été marquée par l'exode rural. Plusieurs, d'ailleurs, il y a eu plusieurs exodes qui ont fait quoi? Ben, qui ont fait simplement que ben, les villes se sont développées et les campagnes se sont un petit peu vidées, on va dire. La population, d'un point de vue démographique, il y a vraiment une évolution importante parce que les villes ont progressivement grossi au cours du XXe siècle et les campagnes, elles, se sont vidées. C'est une réalité et ça a eu un impact. Ça a eu un impact parce que autant il y a une centaine d'années, les gens
vivaient dehors et surtout aller chercher leur nourriture dehors. Autant aujourd'hui, nous, nous allons chercher notre nourriture à l'intérieur. Alors on prend la voiture, mais on passe une heure et demie à faire nos courses. Certaines personnes encore, heureusement, ont un potager et vont chercher la nourriture, mais disons que c'est pas la source principale. Surtout, l'époque, la population de l'époque, hein, il y a une centaine d'années, travaillait dehors. La plupart des gens passaient leur temps dehors pour pouvoir faire le travail qu'il y avait à faire. Aujourd'hui, la majorité des gens, eh bien, vivent ou travaillent où? Ils travaillent à l'intérieur, évidemment. Donc, on a une évolution importante, une évolution démographique importante, et avec ce mouvement de population vers les villes. Ça, c'est un premier aspect de la culture du fait qu'on est passé d'une culture du dehors à une culture du dedans, qui, en tout cas, ça permet de bien illustrer. Un deuxième élément, c'est que nous sommes passés à un mode de vie hyper sédentarisé. Si vous regardez ces deux photos-là, tentez de les mettre bien droit, voilà, bien comme ça. Qu'est-ce que vous remarquez? Je vais y arriver, hop là, comme ça, voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est que si on regarde l'image de gauche, celle-ci, c'est qui est le dessin d'une maison il y a une centaine d'années, eh bien, vous remarquez certainement que l'intérieur de la maison est fait pour travailler et il est peu confortable. Ce qui caractérise la maison, la photo ici, la maison postmoderne, c'est le confort. Il y a certainement un chauffage au sol très sympathique, il y a de la luminosité avec des grandes fenêtres, et puis des canapés confortables, et puis peut-être que quelque part en plus il y a le fameux écran vers lesquels les yeux vont se tourner. Donc on a un mode de vie hyper sédentarisé, et d'ailleurs je dis souvent, et j'aime bien cette image-là, le summum de l'hypersédentarité, c'est ça. Et oui, mesdames, messieurs, nous arrivons aujourd'hui, en 2025, à courir sur place, entre quatre murs, avec souvent des AirPods dans les oreilles ou un casque sur les oreilles, et de plus en plus souvent également un écran devant les yeux. Et le comble du comble, quand même, faut le dire, c'est que nous payons pour courir sur place. Voilà, ça s'appelle l'hypersédentarité. Alors, je l'aborde un petit peu avec ironie, mais il n'y a pas de jugement de ma part, simplement c'est un constat, c'est un fait. Il est vrai que de nombreuses personnes eh bien, pratiquent du sport en salle. C'est devenu vraiment quelque chose de très à la mode, très pratiqué en tout cas. Et il y a du bon dans le fait de se mouvoir et de faire du sport. On est entièrement d'accord là-dessus. Euh, voilà pour cet aspect-là. Je propose de regarder cette petite vidéo. Oui, oui, il y a quelqu'un qui dit heureusement que les parcs existent. Oui, heureusement que les parcs existent et les chemins, quand même, en ville, ça arrive aussi. Voilà, notre société est bien passée d'une culture du dehors à une culture du dedans en l'espace d'une centaine d'années. Et aujourd'hui, on en est rendu du coup à devoir aussi faire des spots, soit publicitaires, soit de sensibilisation, pour encourager les parents notamment à veiller aux écrans parce que cela peut être finalement délétère pour le développement de l'enfant. Passer du temps dehors aujourd'hui est un message qu'il faut faire passer aux parents, favoriser les temps en extérieur, parce que nous sommes absorbés, aspirés par l'intérieur de nos maisons confortables et agréables et avec toutes les activités, notamment d'écran qu'il y a. Et justement, parlons des occupations des enfants entre 1930 et 1920. Voici quelques photos qui sont assez connues hein, et jolies d'ailleurs à voir. Euh, Ces photos qui nous parlent des activités des enfants. Voilà, il y a une centaine d'années et moins, parce qu'il y a évidemment des choses que vous reconnaîtrez et qui sont parfois même intemporelles, bien que ça disparaît petit à petit.
Ce qui est intéressant en tout cas, c'est de voir qu'il y a, voilà, il y a toutes ces activités qui ont été pratiquées, puis au fil des années, dans les années 20, 30, puis 40, 50, ça a évolué. Il y a eu notamment l'apparition évidemment du téléviseur avec cette réalité, hein, c'est que le téléviseur eh bien, absorbe, ça hypnotise un petit peu, on pourrait dire, les enfants et les adultes. Et progressivement, les activités en extérieur vont être de moins en moins, c'est pas qu'elles disparaissent, mais de moins en moins en tout cas favorisées au profit d'activités plutôt à l'intérieur, d'activités nobles d'ailleurs, hein, comme les jeux de société, pourquoi pas. Et puis va y avoir la fameuse console de jeu, console vidéo avec la Game Boy, peut-être que certains ont souvenir de la Game Boy, la Nintendo, la première Nintendo avec les premiers jeux qu'il y avait. Et puis progressivement le tout écran qui est arrivé avec les tablettes, les smartphones, etc. Tout ce qu'il faut pour pouvoir s'occuper à l'intérieur. Et puis une mode aussi qui existe maintenant depuis déjà pas mal de temps, le fait de lire des bandes dessinées. Maintenant, il y a beaucoup de mangas aussi qui ont rempli les bibliothèques des enfants. Bref, des activités qui sont intéressantes, hein, et il y a toujours des bonnes choses à faire sur les écrans. Il y a même des jeux vidéo qui sont intéressants. C'est pas la majorité, mais il y en a quand même. Euh, Toujours est-il que nous sommes bien passés d'une culture du dehors à une culture du dedans, c'est indéniable. Et on peut se poser la question, quel impact sur l'élève d'aujourd'hui? Est-ce que cette évolution sociétale a un impact sur l'élève d'aujourd'hui? Eh bien, je répondrai simplement oui. Cette évolution sociétale majeure impacte directement le développement de nos fonctions cérébrales. Alors, les fonctions cognitives, hein, ce sont c'est un couteau suisse, c'est pour ça que je vous ai mis un petit couteau suisse. C'est un couteau suisse cérébral. Et ce qui est intéressant, c'est de se poser la question. Regardez un petit peu, je vais zoomer dessus. Hop, je vais zoomer comme ça, voilà. Regardez ces 6 fonctions cognitives, le langage, la motricité, les perceptions sensorielles, les compétences exécutives, l'attention et les mémoires. Alors, j'ai marqué les compétences, j'aime bien cette appellation, il y en a qui disent les fonctions exécutives, c'est la même chose. Mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est, pardon, hop, comme ça ce sera mieux, vous les voyez un petit peu mieux comme ça. Euh, c'est lesquelles de ces fonctions on peut aisément affirmer que le mode de vie actuel ne favorise pas le développement de ces fonctions, hein, pour lesquelles sont impactées directement par le mode de vie actuel. Et on pourrait dire dans lesquelles finalement n'ont pas un développement qui est favorisé à cause du mode de vie actuel. Vous pensez, voilà, je vous invite à écrire éventuellement dans les questions-réponses. Vous pouvez écrire vos idées. Parmi ces 6-là, je vais rezoomer peut-être un petit peu. Hop. Ah, pardon. Parmi ces 6-là, lesquels eh bien, sont directement impactés. Oh, excusez-moi, j'essaye de le mettre en plus gros, mais j'ai pas l'impression que ça marche bien. Voilà, comme ça va être mieux. Il y en a qui, a priori, avec ce que je viens de développer, sont directement impactés par le mode de vie actuel. On peut dire que leur développement n'est pas favorisé. Alors, je regarde un petit peu ce que vous répondez. Je vois motricité, motricité, perception sensorielle, motricité, perception, ok. Mais plus directement la motricité, le sensoriel, motricité, etc. Fonction exécutive, mémoire, attention, motricité, langage, perception sensorielle. Oui, alors, en tout cas, dans toutes les réponses que je vois, et vous êtes nombreux à les mettre, merci pour votre participation dans cette. Alors, c'est pas vraiment le chat, mais dans ces questions-réponses, eh bien, c'est la notion de motricité. Ça, c'est ce qui ressort le plus. Les perceptions sensorielles, vous l'évoquez beaucoup. Il y a le langage aussi, hein, qui est directement impacté par cette évolution sociétale, parce que le fait d'avoir plus de temps d'activité, notamment sur des écrans, sur des bandes dessinées, fait on a moins d'échanges verbal. Alors vous allez me dire le livre aussi, mais bien évidemment le livre, bien c'est pas un moment où l'on parle, on est d'accord. Mais la motricité, les perceptions sensorielles et le langage sont très très impactés. Euh, alors, il y a Elsa qui écrit, j'ai pas accès aux questions-réponses. C'est-à-dire que vous voyez pas celles des autres, je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi. Euh, ah oui, voilà, je viens de changer ça. Normalement, maintenant, vous voyez tout. J'ai vu le petit réglage. Vous devez pouvoir tout voir maintenant. Euh, voilà. Alors, en effet, la motricité, les perceptions sensorielles et le langage, eh bien, vont, comment dire, vont être impactés très fortement
par la société, l'évolution sociétale, notamment la culture du dehors qui est devenue une culture du dedans. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que pour l'attention, ben, il faut savoir qu'à ce jour, il n'y a aucune étude qui n'a pu démontrer que l'attention, elle est moins développée chez les enfants d'aujourd'hui. C'est pas du tout évident, en fait, finalement, de prouver que l'attention serait moins développée qu'avant. Je pense notamment à Steve Masson, qui est un neuroscientifique de renommée. Il a traité ce sujet et il dit qu'il n'y a pas de preuves scientifiques à ce jour pour dire que le mode de vie actuel, comment dire, est moins important pour les enfants d'aujourd'hui par rapport à avant. Mais en même temps, Steve Masson, il n'est pas en mesure d'affirmer que ce n'est pas vrai non plus. Il dit il faut faire attention, mais il ne peut pas dire non, c'est pas vrai, le mode de vie actuel n'impacte pas. Il ne peut pas dire ça. Il met en garde en disant qu'il ne faut pas le dire trop vite, que les facultés attentionnelles, elles ont baissé à cause du changement de mode de vie. Il prend simplement beaucoup de pincettes pour dire attention, parce que c'est difficile de ne pas prendre en compte l'observation du terrain. C'est ce qui fait d'ailleurs, au passage, hein, en partie la démarche scientifique, hein, l'observation sur le terrain. Posez la question à des enseignants qui ont 30, 40 ans de carrière. Que constatent-ils? Bah, ils constatent que les enfants sont de plus en plus dispersés, sont de moins en moins attentifs, qu'il est de plus en plus difficile de garder leur attention sur une durée, et que la durée est de plus en plus courte finalement. Et ça, je vous le dis parce que des enseignants, je les rencontre toute l'année, je les rencontre en grand nombre, et certains parents aussi, pas parents, je parle professionnels qui font l'accompagnement individuel, se rendent compte aussi qu'en séance, le travail ne peut plus se dérouler de la même manière. Alors, non, il n'y a pas d'études scientifiques qui démontrent que le mode de vie actuel impacte les facultés attentionnelles, mais il y a l'observation, il y a le constat sur le terrain des personnes qui ont vu les années passées, les décennies passées, et qui disent c'est évident que les facultés attentionnelles aussi diminuent, même si aujourd'hui on n'arrive pas encore à le démontrer. D'ailleurs, il y a un point à prendre en considération pour aller dans ce sens-là, c'est que les fonctions cognitives que vous avez ici affichées sur votre écran et que je vous présente, elles sont à la fois isolées et en même temps elles sont interconnectées. Donc, une fonction qui n'est pas correctement développée impacte les autres. Donc, du coup, rien que cette précision que je viens de vous donner permet de comprendre pourquoi l'attention a été évidemment impactée négativement par le mode de vie postmoderne. C'est évident. Donc, ne nous voilons pas la face. Il y a bien aujourd'hui, ça c'est certitude, une crise attentionnelle, tout comme il y a une crise orthographique, par exemple. Bref, c'est un défi aujourd'hui de maintenir l'attention des enfants en classe, à la maison, en séance. Euh, et parce que ces fonctions cognitives, eh bien, elles sont moins développées du fait du mode de vie actuel. Et ces fonctions cognitives, elles sont nécessaires à l'apprentissage. Je vous propose de poursuivre, du coup, sur ce constat, ce bilan-là, donc, c'est que la culture du dedans est un frein à l'apprentissage scolaire. Voilà un élément qui me paraît important à mettre en avant. Ça va pour vous? J'espère que tout le monde arrive à bien voir le visuel et à pouvoir m'entendre. Nous venons de terminer cette partie sur pourquoi parler l'attention. Pourquoi est-ce que je parle de la nécessité d'améliorer l'attention? On a vu parce que c'est là, c'est vraiment l'enjeu majeur, c'est la porte d'entrée. On a vu que c'est un obstacle naturel, on a vu les différents constats qu'on peut faire sur l'attention, notamment au niveau de l'âge, on a vu la complexité, la nécessité de donner un objectif, le fait que c'est instable, et puis on a vu que la société actuelle ne favorise pas l'attention, et donc que la société actuelle la culture actuelle, cette culture du dedans, eh bien, ne favorise pas les facultés, les fonctions cognitives et donc notamment l'attention. Voilà un petit peu pour cet aspect-là. Je vous propose de poursuivre avec la question des pauses. Des pauses pour améliorer l'attention. C'est le thème vraiment de ce webinaire, c'est des pauses actives pour améliorer l'attention. Pourquoi des pauses actives? Et je propose de prendre le temps d'aller explorer cet aspect-là. Hop. Premier point, un cerveau plus actif grâce aux pauses. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude
qui a été menée par Leonardo Cohen et son équipe et qui est fort intéressante parce que Leonardo Cohen, en fait, s'est intéressé aux questions des pauses, parce que souvent, comme c'est souligné ici d'ailleurs, les pauses sont considérées comme un frein, un arrêt dans le processus d'apprentissage. Et c'est vrai que quand moi j'en parle en formation, quand je donne cette formation sur les pauses actives, eh bien, il est vrai que beaucoup d'enseignants même me disent, oui, mais si les élèves sont en train de travailler ou si l'enfant est en train de faire quelque chose, est-ce que c'est une bonne chose de l'arrêter pour pouvoir faire une pause? Eh bien, c'est intéressant parce que cette étude, elle est arrivée à un résultat assez simple finalement et assez intéressant, c'est que l'activité cérébrale est 20 fois plus rapide entre deux périodes de travail. Donc, il y a une période de travail, une période de pause et une période de travail. Eh bien, l'activité cérébrale, elle est 20 fois plus rapide. Donc, ça, c'est vraiment un élément nouveau finalement qu'on découvre, parce que ça veut dire que quand je travaille plus, eh bien, mon cerveau fonctionne beaucoup plus vite. Mon cerveau est plus actif. Ça veut dire quoi actif et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a, dans la situation de l'apprentissage visé, dans la tâche, eh bien, des neurones, des aires cérébrales qui sont mobilisées, qui sont focalisées sur la tâche, et qui, du coup, du fait ce qu'on appelle aussi notamment le processus de l'inhibition, eh bien, vont mettre en veille les autres. Quand j'arrête de travailler, cette inhibition et cette veille des autres aires, des autres neurones, s'arrêtent et tout le cerveau, on pourrait dire, est libre d'agir, est libre d'intervenir, libre de se mettre en route, de s'activer. Et donc, il va y avoir des connexions qui vont se faire entre les neurones activés lors de la tâche et les autres. Et ça, on touche du doigt finalement la clé de l'apprentissage, c'est que d'un point de vue purement neuronal, si je veux apprendre facilement, si je veux réussir dans l'apprentissage, si je veux utiliser mon potentiel intellectuel et cognitif, eh bien concrètement, ça veut dire qu'il faut que mes différentes aires cérébrales soient connectées entre elles. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chemins neuronaux entre les différentes aires. Et en fait, dans le cerveau, plus il y a d'aires cérébrales, pas d'air, pardon, plus il y a de chemins neuronaux entre les aires cérébrales, et meilleure est l'utilisation de mon potentiel. Donc ça, c'est un élément vraiment important parce que ça veut dire que j'ai intérêt à mettre en place des moments où le cerveau a la possibilité de créer des chemins, des connexions entre les neurones de l'apprentissage de la tâche que je viens de faire et les autres aires cérébrales. Et ça, les pauses vont le permettre, tout simplement. Donc ils en arriveront à cette conclusion, les pauses occupent une fonction aussi importante que les exercices eux-mêmes. Ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui me paraît important à garder en tête. Donc, il y a une question, les zones les plus actives sont celles des mémoires. Alors, en effet, les zones de la mémoire vont être très actives et justement, pour pouvoir apprendre, j'ai besoin de mémoriser, de garder en mémoire à long terme eh bien, les informations que je viens de voir. Tout à fait. Donc, je vous avais posé cette question et vous avez ainsi la réponse. Durant une pause, l'activité du cerveau est A, moins importante que pendant la session de travail, B, plus importante, C égale. Et bien évidemment, la réponse est tout simplement le B, plus importante que pendant la session de travail. Voilà, j'espère que ça confirme ou alors ça vient corriger parce que l'important, c'est pas d'avoir la bonne réponse, l'important, c'est de comprendre pourquoi et puis de pouvoir s'en souvenir. Voilà pour cet aspect-là. Pour terminer simplement, une petite étude euh, qui montre qu'une pause de 5 à 10 minutes toutes les 25 à 30 minutes d'enseignement favorise la consolidation mnésique, je vais peut-être zoomer dessus, vous verrez mieux, la consolidation mnésique, la régulation émotionnelle, le maintien de la motivation. C'était des études qui ont été faites par John Ratey et Jensen notamment. Voilà. Donc ça vient simplement confirmer. Voilà pour cet aspect-là. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. C'est avec plaisir que j'y réponds. Hop, je vous laisse quelques minutes si besoin, enfin une petite minute pour prendre le temps d'y réfléchir à tout ça. Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent ou pas? Est-ce que vous avez besoin de boire un coup? Voilà une petite pause active toute simple de boire une petite gorgée d'eau. Ça, ce sera vraiment excellent. Voilà.
Je vous propose de continuer. Si je vois qu'il n'y a pas de questions, je vous propose de continuer. Hop là, pardon. On y retourne. Alors, point suivant, le consensus scientifique. Oui, il y a un consensus scientifique qui m'amène justement il m'a amené à développer cet outil des pauses actives. C'est la nécessité de redonner de la place au corps dans l'apprentissage. Alors, je vous ai mis ici plusieurs, plusieurs citations, Bruno Hurst, Wendy Suzuki, Catherine Guéguen, Boris Cyrulnik, Emmanuel Bigan. Tous vont dire à leur manière, et il y en a plein d'autres évidemment, que redonner de la place au corps va améliorer les facultés d'apprentissage. Ça, c'est quelque chose euh, qui est, je vais dire, c'est pour ça que je parle de consensus, de manière, peut dire unanimement reconnu et même, comment dire, et prouvé hein, que il y a beaucoup d'études qui ont montré ça. D'ailleurs, j'ai cité une étude, je vois qu'il y a une question là-dessus, j'ai cité une étude qui a montré que ça concerne les enfants, c'est la réponse à la question qui vient d'être posée, en mai 2011, qui a été publiée en mai 2011, et qui dit l'apprentissage et l'activité physique ne devraient pas être considérés comme des réalités distinctes. Donc aujourd'hui, c'est évident, pour pouvoir améliorer l'apprentissage, il faut redonner de la place au corps. Moi, je développe l'outil Multimove pour pouvoir redonner de la place au corps à la maison, en séance, en classe. Multimove, c'est une activité toute simple, j'ai envie de dire, très ludique, avec, comme vous le voyez ici, comme simple matériel, le principal, c'est les balles de rebond, des petits sacs de sable, les cerceaux, le cache-œil aussi en complément, mais vraiment l'outil de base, le matériel de base, c'est des petits sacs de sable, des balles de rebond. Je vous ai mis une vidéo pour les personnes qui ne connaissent pas. Voilà, voilà une petite illustration en vidéo de ce qu'est Multimove. Alors ici, vous voyez, c'est des enfants de 10 ans. Multimove s'utilise à tous les âges, avec des adultes, avec des adolescents, avec des plus jeunes que 7 ans, et même avec des seniors. Là, je proposerai au mois d'octobre, je co-anime avec une orthopédagogue un stage pour pouvoir transmettre aux personnes qui interviennent en EHPAD, en structure pour des seniors voilà, ou pour des personnes qui sont retraitées et qui cherchent à booster leur fonctionnement cérébral, on propose un stage qui s'appelle Senior Action et qui adapte Multimove justement pour les seniors. Donc Multimove est un outil très ludique et qui a pour objectif d'améliorer l'apprentissage avec des exercices d'entraînement rythmique, visuel, vestibulaire, c'est-à-dire l'équilibre, kinesthésique, donc par le mouvement, et puis multisensoriel, parce qu'on va mobiliser plusieurs sens en même temps, et là on va améliorer la fameuse densification neuronale. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de créer des chemins. Eh bien, ces chemins, c'est bien qu'il y en ait beaucoup, mais il faut aussi qu'ils soient gros, hein. Plus la route est large, et plus vite on va, hein, c'est vrai avec nos véhicules à nous, et ben c'est pareil dans le cerveau. Plus le chemin neuronal est dense et épais, on pourrait dire, large, eh bien plus vite l'information passe. C'est pareil dans le cerveau que sur la route. Eh bien, Multimove va permettre de le faire, notamment parce qu'il y a un entraînement aussi qui est multisensoriel. Il y a Anissa qui demande est-ce similaire au réflexe archaïque. Alors, ce n'est pas similaire, ce n'est pas un travail sur les réflexes archaïques, mais il est vrai que de nombreux exercices, plusieurs exercices vont permettre de pouvoir favoriser l'intégration des réflexes archaïques. Ça, c'est d'ailleurs, j'ai souvent des professionnels qui sont formés en réflexes archaïques qui viennent chercher du coup dans Multimove un outil complémentaire, ludique, pour pouvoir favoriser l'intégration des réflexes archaïques de manière dynamique, ludique en séance et aussi de pouvoir donner un exercice facile à faire à la maison pour les parents. Voilà. Ça, c'est une petite précision, mais ce n'est pas une formation sur les réflexes archaïques, c'est pas la même chose. Euh, les bénéfices, évidemment, vous l'avez vu dans la vidéo, hein, mais c'est l'attention, la concentration, la mémorisation, la lecture, l'écriture. Il y en a d'autres, mais j'ai mis les principaux bénéfices. Euh, Pourquoi la lecture et l'écriture? Ça peut paraître surprenant. Pourquoi jouer avec des balles, ça améliore la lecture et l'écriture? Eh bien, sans rentrer dans les détails, simplement parce qu'il y a un entraînement d'une part visuel, d'autre part rythmique,
qui va avoir un impact sur la lecture et l'écriture, et aussi parce que simplement on améliore la densification neuronale, on améliore les chemins neuronaux, on augmente les chemins neuronaux et puis on augmente leur densification. Donc le cerveau a plus de facilité, hein, on pourrait dire, on peut utiliser plus facilement le potentiel cérébral. Donc ça va rendre les apprentissages plus faciles. Voilà. Si vous jamais vous êtes intéressé, il y a des stages dans les écoles. Je donne des formations en interne pour les écoles du privé catholique, pour les écoles hors contrat. Public, ça arrive, mais c'est plus rare. C'est un peu plus difficile de rentrer dans le public. Et puis sinon, il y a des stages tout public qui se font de 2 à 4 jours. Simplement, les 2 prochains stages qui ont lieu en Belgique, les 14 et 15 juin, c'est un stage d'initiation. Et puis, du 16 au 19 juillet, à Montauban, il y a 4 jours ici d'affilée pour ceux qui veulent faire eh bien, la totale pour découvrir vraiment tous les secrets de Multimove et pouvoir repartir avec un outil à utiliser en séance individuelle à la maison pour pouvoir aider son enfant ou alors en classe pour booster les apprentissages, pour faire des pauses actives, notamment, je l'utilise aussi. Donc, ben, les pauses actives, justement, Multimove est un des outils possibles, mais en dehors de Multimove, c'est vrai que j'ai développé plus de 30 pauses actives, j'en ai même plutôt 35 pauses actives pour pouvoir améliorer les apprentissages scolaires. Comment redonner de la place au corps et au mouvement dans la classe? Eh bien, avec des pauses actives, l'objectif, c'est de pouvoir utiliser le plein potentiel cérébral en lui faisant faire des pauses. Ça, c'est un élément important. Alors, ça va nous amener à une pause, évidemment, mais avant ça, petit retour sur le quiz de départ. Faire une pause durant le cours, c'est A, ne rien faire, B, bouger, C, parler d'autre chose. Vous y avez répondu, je vous invite à vous souvenir de ce que vous aviez dit. Eh bien, moi, je vais vous donner la réponse qui me paraît la plus juste. Eh bien, je dirais, c'est tout à la fois. C'est les trois. Les trois réponses sont bonnes, parce que faire une pause active durant le cours, ça peut être ne rien faire. Ça peut être bouger, se mettre en mouvement, évidemment, parce que ce sera vraiment très bénéfique. On vient de le voir, l'importance de redonner de la place au corps, au mouvement. Mais ça peut être aussi ne pas forcément faire quelque chose de physique, de dynamique, d'un point de vue corporel, mais simplement s'arrêter et se mettre à parler d'autre chose. Voilà. Alors, je vous propose une petite pause attentionnelle. Alors, j'ai envie de dire, ici, elle est active, mais active cérébralement parlant, on pourrait dire aussi. Je vais vous mettre un petit énoncé sur l'écran, là. Et ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, prendre le temps de lire et de ne pas écrire dans le question-réponse, de ne pas écrire du tout comment dire, la réponse. Juste laisser le temps à chacun de réfléchir. Si tout le monde, enfin voilà, si la réponse est tout de suite donnée, ça laisse pas le temps de réfléchir. D'ailleurs, si jamais vous êtes en classe, que vous utilisez ce type de petite pause que vous allez découvrir, eh bien, je vous invite surtout à poser dès le départ le cadre et la consigne. C'est si quelqu'un a une idée de la réponse, eh bien, simplement, il va lever la main. Ou alors il va, je ne sais pas, ça peut être d'écrire sur une ardoise, quelque chose comme ça. Mais ne pas que ce soit pas dit à voix haute. Voilà, j'arrête le suspense et c'est parti, je vous laisse lire ça. Voilà, je vous laisse maintenant que vous avez pris le temps peut-être de réfléchir, peut-être certains d'entre vous ont une idée. Alors, si vous avez une idée, et c'est ce que je fais avec un groupe en classe ou en atelier, eh bien, je vais vous inviter pas à poser une question, pardon, à donner un indice dans le question-réponse pour pouvoir guider ceux qui n'ont pas d'idée. Et comme ça, moi, ça va me permettre de savoir si vous êtes sur la bonne piste ou pas. Ah oui, alors là, il y en a qui donnent des indices faciles. Oh bah alors là, il y en a qui donnent des indices très faciles. Alors je vais te préciser qu'il fallait que l'indice soit pas trop facile, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'avancer dans la réflexion. Donc je pense qu'avec les indices qu'il y a, vous avez trouvé, et tout le monde a trouvé, qu'est-ce qui peut faire le tour du monde tout en restant dans un coin. Il y a de fortes chances que vous ayez trouvé du coup avec les indices qu'il y a ici. Merci à tous ceux qui participent dans le question-réponse. En effet, ça se colle sur l'enveloppe, c'est en papier, et en effet, c'est un timbre, tout simplement.
Ça fait le tour du monde tout en restant dans un coin. Il y a une autre réponse qu'on aurait pu aussi donner, qui n'est pas le timbre, qui aurait été pas mal aussi, qui est une idée. Ah oui, parce que une idée, ça peut faire le tour du monde, et puis en même temps, on l'a dans un coin de tête. Bon, ça, c'est pas la réponse de base, mais il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a dit ça, et je trouve ça pas mal, alors je lui rends hommage en citant cette réponse intéressante. Euh, il y a une question de apprentissage facile. Alors, du coup, l'usage du téléphone, scroll ou d'un écran, regarder une vidéo peut être considéré comme une pause active. Alors, je dirais tout simplement non, parce que l'usage du téléphone ou d'un écran, notamment regarder une vidéo, alors ça dépend. Si c'est regarder une vidéo en cours pour illustrer quelque chose, je ne considère pas que c'est une pause active, ça fait partie du travail, c'est différent. Mais par contre, le fait de scroller, de regarder son téléphone, notamment sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses, eh bien, le problème, ça va être le problème hormonal qu'il va y avoir derrière, voilà, la sécrétion de la dopamine, dont justement les jeunes notamment, et pas que les jeunes, les adultes aussi, il ne faut pas rêver, sont dépendants. C'est ça qui fait qu'on revient au fait de scroller, de swiper, etc. Donc, j'ai envie de dire non, on n'est pas pour moi, on n'est pas du tout dans la pause active. D'autant plus que le mouvement va être très limité, d'une part, et puis là, on n'a pas bougé, mais par contre, on a fait bouger son cerveau parce qu'on a fait des liens, on a réfléchi à quelque chose. Donc après, je ne suis pas en train de dire que l'écran est mauvais, qu'il ne faut pas l'utiliser, pas du tout. C'est que l'écran peut être le support de quelque chose, mais laisser les jeunes 5 minutes faire une pause entre 2 heures de cours pour aller scroller sur leur téléphone, c'est pas une pause active du tout, pas au sens en tout cas où je l'entends. C'est une pause dans le sens où ils arrêtent de travailler, mais c'est pas une pause qui est profitable. Voilà. Une question de Waïda, multimove, c'est de la brain gym, on dirait. Alors non, multimove, c'est pas de la brain gym. Je suis animateur certifié en brain gym et ce n'est pas la même chose, même si dans le programme dans la méthode multimove, je vais aussi présenter quelques éléments de brain gym parce que ça permet de se mettre en mouvement, mais c'est pas du tout la même chose. On n'est pas sur le même, sur le même support et sur la même méthode du tout. Voilà. Je continue. On a vu pourquoi mettre en place des pauses actives. D'une part, parce que le cerveau est plus actif. Ça va améliorer l'utilisation finalement de notre potentiel cérébral et le développement de notre potentiel cérébral. Ça, c'est une chose très importante. Notre cerveau est plus actif. Il est 20 fois plus actif, je vous rappelle. Et il y a un consensus scientifique, c'est la nécessité de se mettre en mouvement, de ramener le corps. Et quand on dit ramener le corps, c'est pas seulement le mouvement d'ailleurs. Ramener le corps, c'est aussi simplement ramener à la perception de soi, voilà, à ses propres perceptions corporelles. Ça, c'est vraiment un élément qui me paraît important à préciser. Et je vais faire le lien justement maintenant avec les clés. On a vu pourquoi parler d'attention, on a vu pourquoi faire des pauses actives et pourquoi proposer de faire des pauses actives. Et maintenant, je propose les clés, les 4 clés pour des pauses actives. Parce que faire des pauses, c'est une bonne chose. Euh, mais si j'ai pas certaines clés, alors je vais vite me retrouver, et ça, l'expérience parle bien, je vais vite me retrouver à être finalement à pas, enfin, à arrêter, à abandonner les pauses parce que ça devient le bazar, parce que j'ai pas d'idée, parce que je vois pas l'intérêt, etc., etc. Enfin, je vois pas de fruits, de résultats. Donc, pour que les pauses soient efficaces et qu'elles puissent durer dans le temps, eh bien, il va falloir respecter un certain nombre de clés, enfin, il y en a un certain nombre, il y en a 4, que je vous propose d'aborder maintenant. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, d'une part parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, et puis parce que ça prendrait, chacune prend pas mal de temps si je devais rentrer dans le détail. Mais j'aimerais vous donner quand même quelques éléments principaux. C'est, première chose, hein, excusez-moi, j'étais un peu vite, mais c'est développer une culture de la pause. Si je veux mettre en place des pauses actives, j'ai intérêt à développer une culture de la pause dans ma classe. Alors j'ai mis une culture de classe, mais ça peut être une culture de séance aussi individuelle, hein, bien sûr. Euh, voilà. Marine qui doit nous quitter, il n'y a pas de souci, le replay sera disponible. Comment faire? Eh bien, en ritualisant. Ça, c'est une chose très importante, c'est de ritualiser. Si je veux mettre des pauses en place, il ne faut pas que je compte sur le fait que je vais y penser à un moment donné, forcément. Euh, enfin, je suis un être humain, je suis pris en classe, je suis pris en séance, à la maison, il y a plein de choses à penser. Bref, je ne vais pas y penser. Donc, je vais ritualiser les pauses. Ça peut être de ritualiser une pause de démarrage, comme je l'ai fait tout à l'heure, une pause de mise en route, par exemple. Je peux ritualiser une pause au bout de 20 minutes d'activité, par exemple.
Je sais que avant, on va y reparler après, mais après une récréation, les enfants reviennent peut-être de la cour de récréation, ils sont excités. Ou quand je fais les devoirs à la maison le soir, c'est juste après l'école, il y a un temps de fatigue, il n'y a pas de motivation. Je vais chercher une pause pour me motiver. Voilà. Bref, je vais ritualiser. Et puis, ça c'est autre aspect, c'est que je vais improviser. Je vais improviser les pauses. C'est-à-dire que je peux ritualiser, mais je vais aussi improviser. Pourquoi? Parce que si je ne fais que ritualiser, c'est-à-dire que je ne me donne pas la possibilité d'observer qu'à un moment donné, eh bien, j'ai besoin, les élèves, le groupe a besoin, eh bien, d'une pause, a besoin de relancer son processus attentionnel. Donc ça, c'est vraiment important. Je regarde, il y a une question. L'attention et la concentration sont des modes de pensée convergents. On a besoin de pause en mode de pensée divergente pour être reposé ou créatif, trouver de nouvelles idées. Tout à fait. Donc c'est sans scroller et sans téléphone. Merci Christine, c'est intéressant ce que vous dites en effet sur le côté créatif et divergent. Tout à fait. C'est très bien dit. Mickaël qui dit pour penser de prendre une bonne habitude, Julien Guignard recommande de coller cette nouvelle habitude à des éléments clés que nous vivons régulièrement dans la journée. Oui, tout à fait. On va en parler justement. Merci Nickel pour cette information intéressante. Justement, avant d'aller justement un peu plus sur cet aspect-là, le deuxième aspect, je suis passé un peu vite dessus, deuxième pastille, vous voyez, c'est la diversité des pauses. C'est que si je veux mettre en place des pauses actives, il ne faut pas juste que je les ritualise ou que je sache improviser de temps en temps une pause, il va aussi falloir que j'ai à disposition un certain nombre de pauses pour pouvoir varier. C'est le seul moyen de faire durer cette habitude-là et donc de la ritualiser correctement. Parce que si je vous faisais faire, vous savez, ces mouvements, par exemple, croisés qu'on a fait tout à l'heure, tout le temps comme pause, ou si je vous faisais tout le temps des énigmes, à un moment donné, ben, vous vous lasseriez et le groupe classe ou l'enfant va se lasser. Et c'est normal. Donc pour ça, il est important de varier. Et c'est vrai que dans la formation que je propose, eh bien, je vais proposer les différents ingrédients des pauses. Il y en a plusieurs, je ne vais pas les aborder en détail, mais simplement pour vous dire que voilà les différents ingrédients de pause que je propose. Et dans les plus de 30 pauses que je donne dans l'information sur les pauses actives, eh bien, il y a ces différents ingrédients. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'une pause contienne tous ces ingrédients. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais simplement, il faut qu'il y ait au moins, j'ai envie de dire, au moins deux ou trois ingrédients réunis pour que la pause elle soit intéressante et pertinente. La joie, de la réflexion, du mouvement, de la connexion au corps, rappelez-vous l'importance de la place du corps, de la connexion aux émotions, ça c'est aussi un autre aspect. Il faut savoir quand même, et vous le savez, si vous êtes enseignant ou parent, même en séance individuelle, accompagnant, eh bien, il y a beaucoup de stress. Il y a beaucoup de stress chez les élèves. Les élèves vont, pardon, j'ai quitté un peu trop vite, pardon. Les élèves vont rapidement se retrouver en stress pour une évaluation parce qu'ils n'ont pas fait leur devoir, parce qu'ils ont peur d'être interrogés. Bref, l'aspect émotionnel est aussi très important. Et puis, des stratégies attentionnelles, c'est important aussi de proposer des pauses qui contiennent des stratégies attentionnelles, qui donnent des clés aux élèves pour pouvoir être plus attentifs. Et je rajouterai aussi d'ailleurs des stratégies aussi d'apprentissage. Ça peut aussi faire partie du combo. Et de la respiration, oui, je parlais du stress, respiration, émotion, tout cet aspect-là va être pertinent pour pouvoir aider les élèves à pouvoir être plus attentifs et travailler plus efficacement. Ça, c'est pour la partie de diversité des pauses. Donc, la culture de la pause, ritualiser, improviser, avoir plusieurs pauses. Pour ça, j'en propose plus d'une trentaine. Et puis, il y a un autre aspect, on aborde un petit peu ce qui a été évoqué dans les commentaires, eh bien, c'est le fait de pouvoir aussi cibler les pauses en fonction des besoins, du moment, de la situation. Et ça, c'est un élément important, c'est d'abord la durée. C'est-à-dire quand je fais une pause, ok, mais elle dure combien de temps? Elle dure 30 secondes? Elle dure une minute? Elle dure 3 minutes? Ou est-ce qu'elle dure même, pourquoi pas, 5 minutes? Donc, adapter la durée aux besoins et au moment. Ça, c'est un aspect important. Et il y a un autre aspect, c'est le contenu. C'est OK, je fais une pause peut-être de 2 minutes, parce que ça va suffire, je pense. Là, c'est un moment qui nécessite une pause plutôt courte, par exemple, 30 secondes. Oui, mais je mets quoi dedans? Et il va aussi falloir pouvoir choisir la pause, enfin, choisir le contenu de la pause en fonction du besoin du moment. Et pour ça, eh bien, dans les pauses actives, il y a plusieurs catégories. Il y a des pauses éclairs. Il y a des pauses ludiques. Alors attention, quand je dis il y a des pauses là ou là, ça ne veut pas dire que c'est tantôt éclair ou tantôt ludique. Il y a des pauses qui sont ludiques et éclairs. Il y a des pauses qui sont éclairs et qui sont des pauses connexion. Connexion, quand je dis connexion, c'est connexion à soi, à son corps, à ses perceptions sensorielles. Certaines pauses connexion vont être très ludiques, d'autres moins. Les pauses conscientes.
Les pauses conscientes ne sont pas des pauses où on fait de la pleine conscience, pas du tout. Les pauses conscientes, au contraire, ce sont des pauses où on sollicite certains circuits neuronaux plus que d'autres, des circuits qui favorisent l'analyse ou la réflexion. Et puis les pauses errance, dont j'ai un tout petit peu parlé en disant oui, on peut ne rien faire, on peut errer, soit simplement mentalement, soit physiquement. Voilà des catégories de pauses possibles. Et ça va permettre justement, comme le disait Mickaël dans sa question, là, enfin dans son commentaire, nous vivons des choses régulièrement dans la journée. Eh bien, je vais pouvoir associer certaines pauses à certains moments. Et une dernière chose que j'aborderai avec vous avant de terminer, eh bien, c'est que le problème de la pause, c'est que ça risque de partir dans tous les sens. Vous connaissez vos élèves, vous connaissez vos enfants, vous connaissez l'énergumène que vous accompagnez en séance, et quand vous lui faites faire des mouvements croisés, il vous faut 3 4 minutes après pour revenir au calme par exemple, eh bien, il y a la nécessité donc de poser un cadre. Et ça, dans la formation sur les pauses actives, je propose vraiment un outil très spécifique pour pouvoir poser un cadre. C'est un outil qui est issu de la discipline positive, parce que je suis facilitateur en discipline positive, et qui s'appelle les lignes de conduite, qui est une façon de poser un cadre de manière collaborative avec fermeté et bienveillance. Alors, il faudrait prendre une bonne heure de plus si on voulait prendre le temps d'aborder ces lignes de conduite. Toujours est-il que ce que j'aimerais que vous reteniez de ça, c'est que si vous voulez mettre en place des pauses demain en retournant à l'école ou demain pour les temps des devoirs, le prochain temps des devoirs ou dans votre prochaine séance, eh bien, avant de le faire, parlez-en avec le groupe, l'élève, de ce que vous voulez, votre intention, votre projet, et demandez-lui simplement de quoi est-ce que vous avez besoin pour que ça se passe bien? En un mot, simplement, de quoi vous avez besoin en une question. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que ça se passe bien, cette pause-là? Déjà, commencez par ça. Voilà. Alors, je suis été un tout petit peu trop vite sur le visuel. Je voulais juste le temps d'intégrer ça, peut-être de prendre quelques notes. Je sais qu'il y en a qui prennent des notes, donc voilà, prendre le temps. Je vous propose une pause attentionnelle. Je vous laisse lire ceci. Alors, vous pourriez me dire, mais pourquoi est-ce que, Guillaume, tu nous proposes un texte en nous disant que c'est une pause attentionnelle? Qu'avez-vous remarqué en lisant ce texte? Est-ce que vous avez une remarque, un commentaire à faire? Vous pouvez utiliser le question-réponse pour indiquer si vous avez un commentaire à faire sur cette phrase. Peut-être certains se demandent où est-ce que je veux les emmener. Oui, il y en a. En effet, il y a Mickaël qui réagit en disant extrascolaire pour l'interrogation. Exactement. Je vous ai mis simplement une phrase qui. Merci, je vois Sylvie aussi qui réagit. Euh, je vous ai mis une phrase qui contient un élément qui n'est pas cohérent par rapport à ce que je vous ai dit avant. Le corps doit être intégré, merci Delphine pour la reformulation, exactement, la rectification plutôt de la phrase, c'est le corps doit être intégré dans les activités scolaires pour améliorer l'apprentissage. Attention, activités scolaires, je ne parle pas forcément des activités qui se passent à l'école, hein. Activités scolaires, c'est des activités qui appartiennent au domaine scolaire. Donc l'école, tout le travail qui est fait en accompagnement individuel pour améliorer les compétences scolaires ou les compétences cognitives, donc tous les spécialistes qui font de l'accompagnement individuel, et du coup les devoirs à la maison aussi. Donc le corps doit être réintégré dans les activités scolaires, dans les activités on pourrait dire intellectuelles aussi, des élèves pour améliorer l'apprentissage. Et là, vous avez une petite pause toute simple. Alors, celle-ci, elle est pas générale, vous voyez, elle va pas causer la cage ludique, quoique cela dépend comment on va la faire, mais celle-ci, non, je vous donne un texte et puis un élément, petit bug dedans, il faut le repérer. Voilà, et l'élève, quand il est habitué à ce genre de pause, eh bien, il sait tout de suite à quoi il faut faire attention. Et donc, il va se mettre en route au niveau cérébral, il va aller chercher l'élément qui n'est pas cohérent. Donc, il va faire quoi? Il va faire des liens. Et ça, c'est ce que je vais chercher dans cette pause-là, qui est une pause attentionnelle sur la partie du langage écrit, sur la partie du sens notamment, pour m'assurer que l'enfant, eh bien, il perçoit l'élément pas logique dans la phrase. Certaines phrases enfin, il y a ce que j'appelle les phrases loufoques qui vont être un super outil pour pouvoir faire de cette pause une pause aussi en même temps et réflexive, ce qu'on appelle les pauses conscientes, une pause qui permet d'activer les bons circuits d'apprentissage, et en même temps une pause ludique. Voilà. Et ce que je voulais vous dire également, et je terminerai là-dessus sur ce point-là, c'est que, en fait, il y a ce qu'on appelle un biais cognitif qu'on appelle le biais de récence et de primauté.
sais pas si ça vous dit quelque chose. Le biais de récence et de primauté dit que on se souvient plus facilement de ce qu'on a entendu au début et de ce qu'on a entendu à la fin. Eh bien, les pauses actives, et notamment ce genre de pause, eh bien, vont permettre comment dire, d'éviter ce biais cognitif, puisqu'on va éventuellement, hein, c'est une possibilité en tout cas, mettre une phrase qui va avoir un lien avec le contenu qu'on a abordé dans son intégralité, en tout cas, qui peut-être se trouve plus au milieu, hein, voilà, sur une séquence de 20 minutes, j'ai dit quelque chose au début, à la fin, hein. Et puis au milieu, dans la partie centrale, j'ai dit d'autres choses. Eh bien, pour éviter le biais cognitif de récence et primauté, je vais poser une question, enfin, je vais écrire une phrase qui va amener l'élève à aller rechercher l'information. Ah, mais c'est vrai que le prof a dit ça. Ah, c'est vrai que c'était écrit ça, etc., etc. Vous voyez? Donc ça, c'est une pause active. C'est pas une pause active physique, c'est une pause active mentale. Je fais bouger mon cerveau. Et là, ça me permet de le dire peut-être d'une autre façon. Par pause active, je n'entends pas que des pauses en mouvement. Pour moi, ce qui est important dans un fonctionnement d'apprentissage, c'est qu'on fasse bouger le corps et on fasse bouger le cerveau correctement. Et ça, toute la pédagogie de la parole que je développe du coup dans mes formations va donner des outils pour pouvoir bouger les circuits neuronaux, les bons circuits neuronaux de manière efficace. Et Waïda dit, vous réactivez plusieurs fois dans la journée. Oui, la réactivation, en effet, va être nécessaire. La réactivation, dans la façon dont c'est fait, va être une pause ou pas. C'est-à-dire que si je réactive simplement en disant, bon, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a dit, etc., on n'est pas vraiment dans la pause active. Mais si je donne une phrase qui a un élément qui n'est pas logique, alors je vais créer une activité qui, tout d'un coup, prend un caractère ludique. Et on est à la frontière de la pause, vraiment, on n'est pas en train de s'arrêter de travailler, mais on est toujours dans la dynamique d'apprentissage, mais on fait fonctionner son cerveau de manière un petit peu différente pour pouvoir, comment dire, relancer le processus attentionnel. Voilà. Je terminerai simplement, j'en ai pour 5 minutes, un petit retour sur le quiz de mise en route. Avec la question 5 quand même que je vous ai posée tout à l'heure, on n'a pas encore répondu à cette question 5. Un prof qui fait faire des pauses à ses élèves est A, courageux, B, fainéant, C, original. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai inversé. B, A, courageux, B, original, C, fainéant, excusez-moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Carole, hein, je confirme, les pauses actives limitent ou suppriment les effets de récence et primauté. C'est exactement ça. C'est ça l'objectif. C'est aussi un des objectifs, en tout cas, des pauses actives. Alors, il y en a qui disent D, il y en a qui disent A et B, il y en a qui disent A et B encore. Merci pour votre partie courageux original. Écoutez, je ne vais pas vous le faire chercher trop longtemps. Voilà ce que moi je dirais. Je dirais que c'est aucun des trois. Je dirais surtout, non pas que c'est aucun des trois en réalité, mais moi je dirais surtout que un prof qui fait faire des pauses à ses élèves, mais je pourrais dire aussi un parent qui propose à son enfant de faire des élèves au moment des devoirs, ou un accompagnant en séance individuelle, un orthophoniste, un graphothérapeute, graphopédagogue, etc., psychomotricien, eh bien, il est respectueux des besoins des élèves, des enfants et de ses propres besoins à lui. En tant qu'adulte, quand je suis en classe, moi-même, en tant que papa, j'ai 5 enfants. Eh bien, quand je fais faire les devoirs à la maison, des fois, je suis un petit peu agacé parce que l'enfant, il trouve pas, parce que l'enfant, il comprend pas. Une pause, ça va faire du bien à tout le monde. Donc, c'est une question de se respecter. Respecter l'autre, l'individu qui apprend, et se respecter soi qui transmet, qui accompagne, etc. Ça me paraît vraiment important. C'est stratégique parce que je rends service à l'enfant, à l'élève, au groupe classe, je me rends service à moi. C'est innovant. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire parce qu'on l'a vu que c'est pas quelque chose qui fait partie de notre culture, le fait de bouger, le fait de faire des pauses, etc. On est plutôt dans une société du burn-out pour le moment, où on y va, on fonce. Voilà. Et puis, bah, du coup, c'est être gagnant. Tout le monde est gagnant. Voilà. Je terminerai par quelques infos et surtout les cadeaux. Euh, Juste avant, il y a une question, quelle formation sur les pauses actives proposez-vous? Alors ça c'est extraordinaire, Stéphanie. Merci pour cette question qui arrive juste pile poil parfaite pour la transition. Quelques infos à ce sujet-là. Déjà, je vais vous proposer de gagner une pochette. On va y revenir juste après. D'abord, j'ai quelques infos à vous présenter. Je propose une formation sur les pauses actives. Cette formation, je la dispense assez régulièrement dans les écoles en interne. Donc ça, vous pouvez pas, à moins que vous soyez un établissement scolaire hors contrat, privé catholique, c'est très facile à organiser. Je me déplace, je viens sur place. Je peux éventuellement la faire en distanciel.
Et si c'est dans le public, eh bien là, j'ai envie de dire, tournez-vous vers votre chef d'établissement et voyez comment il est possible éventuellement de me faire intervenir. Prenez contact avec moi sur l'adresse mail contact@pedagovie.fr. Voilà pour cet aspect-là. Je répète, contact@pedagovie.fr. Vous avez du coup mon adresse pour me contacter. Je propose une formation en distanciel avec replay qui aura lieu au mois de septembre. Cette formation, donc cette fois-ci, elle sera en distanciel parce que l'objectif, c'est de pouvoir l'ouvrir au plus grand nombre où que vous soyez géographiquement parlant. Et comme c'est une formation sur 2 jours, eh bien, je pense que le format distanciel peut correspondre. Au programme, eh bien, un petit peu ce qu'on a vu, identifier 5 raisons de pratiquer des pauses actives, s'approprier les 4 clés des pauses actives. Donc, ce qu'on a vu très rapidement, bah, c'est d'aller en profondeur dessus. Cibler les pauses en fonction de l'objectif visé, les 5 buts donc des pauses, et puis pratiquer plus de 30 pauses actives pour booster l'attention et les apprentissages scolaires de manière générale. Cette formation, elle aura lieu en distanciel, donc en visio, les lundis 15 et mardi 16 septembre, donc c'est en semaine à la rentrée. Je sais bien qu'il y en a qui travaillent, donc c'est une formation qui sera enregistrée, qui sera disponible pendant 6 mois pour ceux qui participent à la formation. Et pour les absents, qui ne prendront que le replay, eh bien, elle sera disponible pendant un an, ce qui vous donne le temps de pouvoir la visionner. Et je propose également et j'offre une session collective d'échange post-formation. Donc c'est une session d'1 heure. On fixe une session en visio et on se retrouve à peu près 3 semaines, un mois après la formation pour échanger, pour que vous puissiez poser vos questions parce que vous aurez mis en pratique, vous aurez testé des choses et vous aurez certainement, et toujours d'ailleurs, des questions, parce que je propose presque systématiquement cette session collective d'échange quand il y a une formation en visio. Voilà pour cette information-là. Euh, Témoignage je pense à l'équipe de l'école Saint-Pierre à Troyes, c'est une école dans laquelle je suis intervenu pour donner cette formation. Voilà, qui dit notre équipe d'enseignants est accompagnée depuis 2 ans par Guillaume dans le cadre de formations diverses à destination des élèves de maternelle, mais aussi des plus grands. L'adhésion de la part des enseignants et des élèves est pleine et entière. Merci à Pédagogie pour sa contribution et son accompagnement. Donc il y a plusieurs témoignages que vous trouverez sur mon site. Euh, voilà, Caroline graphothérapeute qui dit la formation en visio est très vivante et dynamique. Alors là, je précise, ça Caroline n'a pas participé à la formation sur les pauses, mais elle a participé à une formation en visio. Et j'ai mis des témoignages pour dire que même en visio, ça se passe très bien. Hein, tout le monde dit, j'appréhendais un peu le format visio, mais tu as su donner à cette formation un rythme et une dynamique m'ayant très vite permis de balayer ses craintes. Voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que comment dire, le replay d'un an est accessible 24 sur 24. Vous pouvez le suivre à votre rythme pendant un an, et ce qui permet du coup de pouvoir tranquillement suivre la formation. Le tarif, c'est ce qu'on me demande, eh bien, les 2 jours sont à 280 euros. Il y a une prise en charge possible pour les professionnels indépendants, les demandeurs d'emploi, etc. Pascal, CE2, CM1, je vois la question de vous référencer par Formiris. Je ne suis pas référencé, mais ce n'est pas un obstacle parce que il est possible de signer une convention avec Formiris. Ça, je le fais assez régulièrement pour les établissements scolaires du privé catholique. Donc ça, il n'y a aucun souci. Vous prenez contact avec moi. Ce qu'il faut, c'est idéalement, c'est que ce soit le directeur, les chefs d'établissement qui prennent contact avec moi. Et ensuite, on met la convention en place. Ça fonctionne très bien pour le privé catholique. Il y a une offre spéciale du webinaire, moins 100 euros jusqu'au 22 mai. C'est-à-dire que la formation est à 180 euros au lieu de 280 jusqu'au 22 mai. Le 22 mai, c'est après-demain, donc minuit. Eh bien, si vous inscrivez avant, vous pourrez bénéficier de cette remise-là, tout simplement. Voilà pour cette formation. Sachez que j'en ai parlé tout à l'heure, il y a une autre formation qui est pas celle sur les pauses actives, c'est le stage Multimove. C'est un stage donc, qui a lieu du 16 au 19 juillet. Je ne l'ai pas marqué ici, je suis désolé, c'est à Montauban. C'est 520 euros les 4 jours et il y a une remise de 120 euros jusqu'au 22 mai aussi, si vous inscrivez donc avant minuit jeudi soir. Voilà, et puis il y a une dernière offre que je vous fais sur ce webinaire, stage initiation multimove en Belgique, que j'anime les 14 et 15 juin à Malonne précisément, c'est pas très loin de Namur, à un quart d'heure de Namur, et il y a moins 50 euros si vous inscrivez également jusqu'au 22 mai. Voilà, ça vous pouvez vous inscrire sur mon site multimove.fr pour ce qui est multimove. Donc, je redis multimove.fr, c'est le site Multimove. Et l'inscription pour le webinaire, pardon, la formation sur les pauses actives, si ça vous intéresse, eh bien, ça se trouve sur mon site pédagogie.fr dans l'onglet professionnel
et vous allez sur booster l'attention avec les pauses actives, ou je crois que c'est ça exactement. Et de toute façon, je vous enverrai le lien par mail à la suite de ce webinaire. Voilà. Vous pouvez déjà, si vous le souhaitez, aller sur pédagogie.fr et vous aurez accès à au formulaire d'inscription. Voilà, voilà. Et je vous propose de terminer, hop, en gagnant une pochette, mais juste avant, parce que sinon ça va pas le faire. Hop, je vais revenir là-dessus. Où est-ce qu'elle est? Là, ici, la pochette. Voilà. Gagner une pochette. Pour gagner la pochette, ça va être très simple. Donc, je vous rappelle, elle est ici. C'est une pochette qui vous sera envoyée par Mondial Relais, si possible, sauf si vous êtes à l'étranger. Euh, je vais vous poser une question et l'objectif, c'est d'y répondre sur le question-réponse. La première réponse qui arrive et qui est bonne sera celle du gagnant, du coup, ou de la gagnante. Euh, je vais vous poser une question où la réponse, eh bien, est un nom propre. Et je privilégierai la réponse avec la bonne orthographe. Voilà. S'il y a deux réponses qui arrivent euh, presque en même temps ou l'une après l'autre, eh bien, de toute façon, je prendrai la première qui arrive. Mais si la première qui arrive, elle n'est pas correcte et qu'il y en a une juste après qui arrive qui est avec la bonne orthographe, alors je privilégierai celle-ci. Donc, préparez-vous, mettez-vous sur votre question-réponse là, sur votre clavier, et je vais afficher la réponse. C'est parti. La réponse, la question. Non, je ne vais pas mettre la réponse, je vais mettre la question. C'est parti. La distraction, c'est l'attention qui suit son propre chemin. Qui a écrit ça? Ah, il y en a qui sont rapides, hein. Il y en a qui sont très rapides. Merci Delphine. Delphine qui a répondu en premier et tout est correct. Elle a même écrit Jean-Philippe Lachaud. Euh, donc Delphine, vous avez gagné la pochette. Apprendre, c'est dans la tête, qui contient 30 fiches sur les stratégies d'apprentissage. Je rappelle que cette fiche-là, elle contient notamment, donc 30 fiches, et elle contient 17 fiches sur les techniques scolaires, comment apprendre l'orthographe des mots, comment apprendre un poème, etc. Donc, vous avez des fiches très pratico-pratiques qui ont été réalisées dans le cadre d'un projet européen dans lequel j'étais partenaire, le partenaire français. Voilà, avec deux autres pays, la Belgique et le Luxembourg. En Luxembourg, c'était Céline Wettman et en Belgique, c'était Fanny Demeler. Nous avons travaillé ensemble pour créer ces fiches. Ce que je peux vous dire, c'est que le contenu se trouve entièrement accessible gratuitement d'un point de vue numérique. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger les fiches. Vous allez sur mon site pédagogie.fr dans ressources et vous allez chercher le guide gratuit des stratégies d'apprentissage et vous pouvez télécharger les fiches. Si vous voulez avoir la pochette, vous pourrez également l'acheter au format, donc comme vient de gagner Delphine, format papier en couleur sur du papier épais, ce qui est en fait pratique parce que ça vous permet tout simplement de l'avoir à disposition sur votre bureau, dans votre salle de classe, etc. pour pouvoir faire des photocopies si besoin. Bon, voilà. Je dis souvent, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, c'est l'outil indispensable dans la salle des profs, parce que comme ça, on peut faire des photocopies tout simplement. Voilà. Delphine, je vous invite à m'envoyer un mail à contact@pedagogie.fr pour pouvoir échanger. Il me faudra simplement votre adresse postale, coordonnées et le point relais qui vous convient. Voilà, donc en tout cas, on échange par mail. Nous arrivons à la fin de cette formation, non, ça pas de cette formation, de ce webinaire sur les pauses actives. Je vous remercie d'avoir été si nombreux, connectés. Je reste disponible par mail si vous avez besoin. Sur mon site pédagogie.fr, vous trouverez également sur la page d'accueil eh bien, un petit bouton pour pouvoir prendre rendez-vous si vous souhaitez avoir un échange en visio ou téléphonique de 20 minutes pour une question sur une formation, sur des outils en e-learning, etc. N'hésitez vraiment pas à prendre ce rendez-vous-là. Il est offert. Je réponds également aux mails et puis vous recevrez prochainement, très prochainement, un mail avec le lien vers l'enregistrement du webinaire et puis comment dire, le lien pour aller vous inscrire à la formation sur les pauses actives. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Il est 19h30. J'avais prévu 19h30 maximum. Il est 31. Ça y est, c'est l'heure d'arrêter et de nous quitter. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Merci pour les merci. Super.
Merci.